fréquence protestante. Les temps modernes, les temps modernes. Laurence Roufouillet. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes, une émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Vous le savez, une fois par mois, notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. Alors c'est déjà la dernière de notre saison, la dernière avant l'été. Cette année, on a beaucoup parlé travail, ce sera encore le cas pour cette édition. En effet, au cours de la semaine du 14 au 18 juin, s'est déroulée en France la 18e semaine de la qualité de vie au travail, dont le thème était « Travailler ensemble ». Alors un sujet bien d'actualité après des mois de chômage partiel ou de télétravail, mais qui reflète aussi parfois une autre réalité. Travailler à plusieurs, ça n'est pas toujours si simple et ça peut même générer des conflits. Si les ressources humaines sont désormais bien implantées dans les entreprises et dotées d'outils performants, il existe maintenant de nouveaux intervenants extérieurs, véritables pacificateurs dans les situations de conflit au travail. Ce sont les médiateurs en entreprise. Nous en recevons 2 aujourd'hui sur notre antenne pour partager autour de l'intérêt de la médiation pour l'entreprise employeur comme pour le salarié. Nos invités vont témoigner de leur expérience dans le monde du travail et des circonstances où la médiation peut agir en prévention, tout comme en réparation, pour que le respect de l'humain reste au cœur de la relation au travail. Je vous présente donc aujourd'hui nos invités, Caroline Jaillet et Benoît Lassara. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors, j'ai dit que vous étiez des pacificateurs, presque des casques bleus pour les relations au travail. Donc, on va parler spécialement aujourd'hui de la médiation dans le cadre de l'entreprise. Mais le terme médiation est très utilisé de nos jours. On a l'impression qu'on essaye de faire de la médiation un peu pour tout. Récemment, on a entendu parler des médiateurs de lutte anti-Covid. On parle aussi parfois de la médiation familiale. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que la médiation et peut-être ce qu'elle n'est pas, avec quoi il ne faut pas la confondre? Lequel de vous deux a envie de commencer sur ce sujet? Caroline, peut-être? Volontiers, merci. Bonjour à tous. Le terme de médiation et donc de médiateur est malheureusement utilisé un petit peu à toutes les sauces, puisqu'on entend parler de médiateur social, de médiateur de la culture, de médiation thérapeutique, de médiateur du Covid, des médiateurs des quartiers, des médiateurs de la consommation, du médiateur des impôts ou autres. Et tout ça recouvre des réalités totalement différentes. Et c'est important effectivement de bien comprendre en fait de quoi on va parler aujourd'hui, sur quoi on va échanger. Le médiateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le médiateur des conflits interpersonnels. C'est-à-dire c'est un médiateur qui intervient lorsqu'il y a un conflit entre des personnes. Et là, on parle de conflits internes à l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un type d'intervention qui est tout à fait récent. Depuis à peu près combien de temps on fait de la médiation au travail en entreprise? Depuis une dizaine d'années, je dirais. Enfin, en fait, la médiation, elle nous vient des pays anglo-saxons. Elle est extrêmement implantée depuis longtemps aux États-Unis ou en Angleterre. Elle est arrivée, pour ce qui est de la médiation familiale dont vous parliez tout à l'heure, elle est arrivée il y a une vingtaine d'années par le Canada, parce que souvent ça passe par les pays francophones avant de nous arriver. Et elle s'est développée suite aux grandes problématiques sociales et avec la prise de conscience des problématiques de souffrance au travail. En fait, elle s'est développée
par ce biais-là au départ. D'accord, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors on est passé de la souffrance au travail au bien-être au travail, ça c'est un objectif idéal. On va voir que ça peut faire partie effectivement des éléments en tout cas qui vont remettre de l'équilibre et de peut-être de la simplification aussi dans les relations quand ces relations travail sont tendues. Caroline Jailly, vous êtes en cabinet, donc vous intervenez dans le cadre d'un cabinet conseil. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes en médiation ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a plus, davantage en ce moment ? J'ai envie de dire quel est l'état du marché. Il y a beaucoup de freins, je pense, dans la culture française à la médiation. Donc c'est en train de. Alors Benoît me complétera s'il veut compléter, mais je pense que c'est progressivement en train de se démocratiser, mais c'est encore pas évident. Les freins sont à plusieurs niveaux, mais c'est déjà difficile de reconnaître qu'on a des conflits dans l'entreprise, aussi bête que ça semble, puisque dans tout système humain, par définition, il y a des conflits. Mais bon, il faut déjà le voir, l'accepter, et puis reconnaître que quand on est partie du système, on n'est peut-être pas la meilleure personne pour aider à le résoudre. Et donc, tout ça fait que la médiation se connaît de plus en plus, se développe, mais reste encore, à mon sens, trop marginal par rapport à d'autres interventions, et surtout intervient trop tard, souvent. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on a tout essayé, le conflit est déjà tellement bien installé que voilà, ça arrive souvent trop tard pour être vraiment efficace. D'accord, donc on verra comment on peut se positionner peut-être aussi un peu plus dans la prévention. Le médiateur, donc c'est un professionnel, donc bien évidemment ce professionnel est formé. Alors je vais me tourner peut-être un peu plus vers vous, Benoît, parce que vous êtes entre guillemets un jeune médiateur. Je suis un bébé médiateur. Vous êtes un médiateur en devenir, donc Benoît Lassara, et vous avez un parcours, un profil qui est intéressant, parce qu'avant d'être médiateur, vous êtes chef d'entreprise et vous avez eu envie de faire de la médiation, ce qui va nous donner peut-être déjà l'occasion de parler de la formation. Alors l'un ou l'autre, je vous laisse compléter également. Comment on se forme ? Comment on devient formateur ? Il suffit pas, médiateur, pardon. J'imagine qu'il suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Non, la médiation, comme le disait Caroline, c'est quelque chose qui est pas encore très connu aujourd'hui en France, qui se démocratise beaucoup. Mais les formations de médiateurs connaissent une vraie embellie qui prédispose un peu de la manière dont les conflits futurs vont pouvoir se régler, et notamment en entreprise. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, je pense qu'on en parlera en entreprise. Comment on se forme, il y a vraiment une formation importante à avoir pour pouvoir comprendre qu'un médiateur, c'est pas quelqu'un qui va apporter des solutions déjà. Vous disiez qu'est-ce qui définit un médiateur ? C'est surtout pas quelqu'un qui va apporter une solution. Il n'apporte pas une solution toute faite, en tout cas. Il vient pas avec sa solution. Il n'apporte pas de solution. Ouais. C'est le principe fondamental du médiateur. Il apporte un cadre qui permet aux parties de s'apaiser, de retrouver un dialogue, de se comprendre. Et à ces mêmes parties de pouvoir trouver leur propre solution, ou pas d'ailleurs. D'accord, donc ce cursus dont vous parliez, on se forme pour être médiateur en combien de temps ? C'est un diplôme d'État, un DU, c'est comment ça se passe ? Alors moi, je me suis formé par une vraie formation avec un diplôme universitaire. Donc à l'Institut IFOMEN. Ouais. Donc c'est un diplôme universitaire de 160 heures de formation, plus un mémoire à faire. Voilà, donc c'est un diplôme sérieux. Après, il y a aussi des médiateurs qui sont là par l'expérience. Il n'y a pas encore un cadre... Comme une VAE, comme une validation des acquis, d'accord. Un petit peu. Par exemple, les médiateurs de la République qui traitent de conflits inter-entreprises sont des gens qui sont à la retraite et qui vont gérer des médiations de conflits entre entreprises. Parce que là, on parle de conflits inter-entreprises. Il y a bien entendu de nombreux conflits intra-entreprises entre les entreprises ou entre éventuellement les associés. On pourra en parler aussi. Alors, je vais vous demander à l'un et à l'autre, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médiateur ? Parce que vous avez un autre métier, ou vous avez eu un autre métier avant ou pendant. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout d'un coup cette envie, cette appétence ?
Alors peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais juste ajouter une chose sur la formation. Je pense que ce qui est essentiel, c'est la pratique. Oui. Et que malheureusement, il y a beaucoup de formations qui ne proposent pas suffisamment de pratique et qui ne la proposent qu'à travers des jeux de rôle. Il y a très peu de stages obligatoires dans les formations et c'est une vraie lacune parce que c'est quand même en pratiquant qu'on se forme et qu'on devient vraiment médiateur, qu'on acquiert en fait la posture dont on reparlera peut-être, mais qui n'est pas quelque chose qui est totalement évident. Et pour répondre à votre question, alors je crois qu'il faut en avoir envie déjà d'être médiateur. En ce qui me concerne, moi je suis ingénieure, donc pas forcément prédisposée à ça au départ. C'est souvent les médiateurs, c'est souvent des deuxièmes voire des troisièmes carrières. Parce que peut-être on a une certaine expérience de la vie. C'est peut-être important justement du côté de l'expérience. Voilà. Oui, je pense que c'est pas neutre. C'est aussi important si on veut intervenir en entreprise de bien connaître déjà l'entreprise. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Souvent une deuxième et voire une troisième carrière. Donc moi en tant qu'ingénieur, j'ai travaillé dans le privé et puis dans l'administration au ministère des Finances avec des fonctions assez transversales. Je faisais de la négociation, notamment à la Commission européenne, mais je travaillais aussi en interministériel et avec voilà vraiment l'envie d'aller creuser en fait cet aspect interrelationnel. Et pour ma part, j'ai repris des études de psychologie et j'ai un diplôme d'état de médiation. Le seul diplôme d'état en médiation étant un diplôme d'état de médiation familiale. D'accord. Et cette l'aspect vraiment relationnel, comprendre pourquoi il y a des conflits, qu'est-ce qu'on peut faire pour les solutionner et pour recréer du lien. C'est ça aussi l'idée de recréer du lien. Dialogue. D'accord. Donc l'un comme l'autre avec des parcours différents. Quelles sont les qualités d'un médiateur? Si je sais pas si parmi nos auditeurs il y a des gens qui se disent mais tiens c'est quelque chose que je me sens de faire. J'ai une espèce de comme ça d'appel, d'envie, comme vous avez pu l'avoir, Benoît Lassara. Quelles sont les qualités de base? Alors l'écoute, j'imagine. L'écoute, bien sûr. Moi, en fait, en tant que chef d'entreprise, c'est vrai que cette espèce d'appel sur la médiation, que j'explique pas très bien, trouve sans doute ses racines dans les conflits que j'ai pu expérimenter. On a pas mal. Qui sont un peu inévitables au travail, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ouais. Souvent, on peut régler des choses par des salariés, par exemple moi dans mon entreprise qui sont partis. Alors vous avez fait une rupture conventionnelle, les choses se sont pas si mal passées, et pourtant vous vous dites on aurait pu faire les choses autrement. Ça laisse une sensation d'inachevé. Un peu. Ouais, quelque chose un peu un goût amer. Un peu un goût amer. Alors ok, les choses sont réglées, sont signées, mais en fait, est-ce que vraiment on a été jusqu'au bout des choses, de l'écoute, de la manière dont on peut régler les choses, et puis aussi des modalités, parce que les ruptures peuvent être un peu directes, alors qu'on aurait pu laisser le temps aux personnes de s'exprimer, ou même de partir, parce que les départs dans l'entreprise, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. À un moment, les entreprises... C'est la vie de l'entreprise, ça fait partie. Donc il faut aussi accepter ça. Après, il y a le comment. Voilà, donc l'écoute, et j'ai trouvé aussi pas mal de similitudes entre le rôle un peu de chef d'entreprise et de médiateur. Il y a une écoute, mais il faut avoir l'intelligence de la situation très très rapide. Il faut savoir prendre des décisions, alors pas sur la solution, comme je le disais, mais sur le cadre. Comment on parlera du cadre tout à l'heure et de la méthodologie. Comment on peut le faire changer rapidement. Et puis voilà, donc ça me semble l'écoute, la prise de décision rapide me semble des éléments très importants. Je pense qu'il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est pour moi en tout cas, c'est la confiance dans les personnes qu'on rencontre, dans le fait qu'elles ont leurs ressources, elles ont leurs propres solutions et qu'on va les aider à faire émerger ces solutions, mais elles sont compétentes en fait, elles ont cette capacité. Elles l'ont oublié peut-être. Parfois elles l'ont oublié parce qu'elles sont prises dans un conflit et c'est ça que fait le conflit, il déshumanise aussi. Mais on va leur redonner cette capacité d'action, ce pouvoir d'action qui va aussi, à travers leur responsabilisation, leur permettre d'élaborer leurs propres solutions. Et il me semble que le médiateur, c'est quelqu'un qui, à la fois, n'aime pas le conflit, mais en même temps, n'en a pas peur.
ce qui est c'est pas intéressant. si évident. C'est intéressant parce que souvent on a tendance à contourner le conflit et au final les solutions sont pires que ce qu'on a essayé d'éviter. Caroline, tout à l'heure vous parliez de la posture, puisqu'on parle des qualités. Comment vous définiriez cette posture du médiateur ? Alors, c'est intéressant parce que c'est une posture très particulière dans le sens où c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, hein, le médiateur n'apporte pas de solution. Et si vous regardez autour de vous, et d'ailleurs on est tous un petit peu comme ça, quand on a un problème, on aimerait bien qu'on nous donne la solution. Et en fait, le médiateur ne va surtout pas apporter la solution et c'est pas toujours facile. Donc ça nécessite vraiment une retenue et une confiance dans les personnes qu'on peut accompagner. Donc déjà, ne pas être un expert de la situation, parce que si on est un expert de la situation, on a tendance à donner notre solution et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est presque mieux d'intervenir dans des secteurs qu'on ne connaît pas. Oui, c'est-à-dire que nous, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, on a un savoir-faire sur le cadre, sur le processus, mais pas sur le fond du problème. Sinon, vous êtes pas sur les aspects techniques du problème. Voilà, par exemple. Sinon vous êtes un conseiller, vous êtes un expert. Vous allez chercher, si vous avez un problème juridique, vous allez chercher conseil auprès d'un avocat. Mais si vous avez un problème de relation, disons que si le médiateur a une compétence, il a une compétence sur la relation, mais pas sur le fond, l'aspect technique du problème. Et là, il va permettre aux personnes de trouver leur propre solution. Et c'est assez particulier, cette posture-là. Et ça prend du temps à acquérir. C'est la raison pour laquelle c'est indispensable de se former. Donc, on se forme déjà à l'écoute, effectivement, la vraie écoute active, où on est vraiment entièrement avec la personne qui parle et avec chacune des personnes qui parlent. C'est-à-dire qu'on parle de multipartialité, on peut être entièrement avec chacune des personnes. D'accord. Benoît, vous vouliez compléter? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même si vous intervenez sur le fond ou sur les solutions, même de manière non verbale, l'audience s'en ressent tout de suite. Hein. Vous pouvez tout ça de suite modifie être les taxé, choses. oui, D'accord. Absolument. Et je dirais qu'il faut aussi être pas mal à l'écoute de ses propres émotions, parce qu'elles renseignent aussi beaucoup sur la manière de conduire la médiation. Oui, parce que j'imagine que comme dans tout accompagnement, il y a des choses qui résonnent. Ça résonne forcément avec soi-même. Donc dans cette posture, il y a de la distance. Il ne faut pas que ses propres émotions prennent le dessus. Bien évidemment, oui. D'une partie par rapport à une autre, parce que on est humain et en fait, naturellement, on peut être tenté de projeter des solutions et ça ne fonctionne pas en fait. C'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est assez compliqué et je pense que, alors moi je suis, comme je vous disais, très novice, mais c'est assez compliqué d'être à l'écoute de ses propres réactions pour pouvoir servir efficacement la médiation. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a des supervisions, des analyses de pratique qui font partie de la déontologie du médiateur. Parce que évidemment, quand on travaille avec ce qu'on est, on a besoin de réfléchir aussi à sa propre posture. Et en fait, elle est constamment questionnée parce que les gens que vous avez en médiation, ils cherchent à faire alliance avec vous. Donc, évidemment, on peut faire alliance avec l'un, mais dans ce cas-là, on fait alliance avec l'autre et on maintient l'équilibre. C'est ça qui est pas toujours simple et qui est essentiel. Donc, je parlais de multipartialité. Le médiateur, il est neutre aussi. Il a pas de projet pour les personnes. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il va pas conseiller. Alors, il peut donner des idées, il peut ouvrir des portes. Il peut peut-être il peut amener des solutions, mais dans ce cas-là, il va en proposer plusieurs. Voilà, il va pas dire vous devriez ou vous pourriez faire ça, mais il peut dire est-ce que vous avez pensé à ci ou à ça ou encore à ça, par exemple. Et puis il est aussi donc dans le non-jugement, dans l'acceptation totale des personnes, ce qui leur permet d'être authentiques parce que c'est essentiel. Et cette authenticité n'est possible que parce que la médiation est confidentielle. Alors voilà, j'allais y venir parce qu'on parlait de confiance tout à l'heure, mais la confiance, elle repose sur la confidentialité, même si la médiation se fait dans le cadre de l'entreprise et dans le contexte du travail. La confidentialité, elle est absolue. C'est un élément absolument essentiel, incontournable. Ouais. Confidentiel, même dans les médiations judiciaires, hein, on peut pas se servir ce qui a pu être dit en médiation devant le juge si d'aventure la médiation ne fonctionnait pas. La confidentialité est un élément essentiel et dans l'entreprise évidemment. Hein. Donc
Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez des exemples, des situations un peu pratiques, un peu concrètes, de cas effectivement dans lesquels les entreprises ont recours à la médiation. Alors, ça peut être entre collègues, ça peut être interpersonnel entre deux personnes, ça peut être entre plusieurs personnes. Par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là, sans bien évidemment dévoiler quoi que ce soit de vos métiers respectifs, de vos missions respectives, mais ça peut être dans quel cadre, par exemple? Ça peut être entre deux personnes qui sont au même niveau hiérarchique ou pas. Ça peut être entre une équipe et un manager. Alors évidemment, plus il y a d'intervenants, plus c'est compliqué. Mais si on prend par exemple un exemple, une médiation entre deux personnes qui ne s'entendaient pas, en fait, sans que personne ne sache très bien pourquoi. En fait, ça faisait quelques mois qu'elles se parlaient plus. Une sorte de conflit latent, quelque chose comme ça qui est un peu sourd et qui traîne. Un conflit froid qui les empêchait pas de travailler. Donc, le travail se faisait, mais avec un minimum d'échanges. Vraiment, les échanges strictement essentiels. Et deux personnes qui n'étaient pas, en l'occurrence là, il n'y avait pas un responsable hiérarchique et un subordonné, mais elles n'étaient pas tout à fait quand même à la même place. Et en fait, donc moi je propose souvent, dès que c'est possible, des entretiens individuels. L'entretien individuel, ça permet aux personnes de déjà d'avoir des réponses peut-être à leurs questions, à leurs préoccupations. Donc vous les voyez chacun individuellement. Je les vois d'abord chacune individuellement. Et ça permet vraiment justement de les mettre en confiance et peut-être de lever certains freins qu'elles pourraient avoir. Et puis ensuite, on fait des rencontres de médiation. Alors, dans une médiation, il peut aussi y avoir des moments avec des apartés, qu'on appelle aussi des caucus, où il peut être nécessaire de voir les personnes individuellement. Mais là, dans cet exemple-là, ça n'a pas été nécessaire. Donc, il y a eu 3 rencontres de médiation. Et dès la première rencontre, en fait, ces personnes, elles ont pu revenir sur ce qui s'était passé, sur l'événement de point de départ. Donc, au départ, chacune de leur côté. Non, ensemble. Oui, ensemble, d'accord. En fait, il y en a une qui ne savait même pas très bien pourquoi elles étaient en froid, et le fait de pouvoir juste se dire, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé pour chacune, donc, chacun. Dans cet exemple, Caroline, par exemple, en votre présence. Au départ, vous les avez vus individuellement. Ensuite, il y a eu 3 rencontres en votre présence. De médiation. Et là, les choses l'abcès s'est crevé finalement. Très rapidement. En fait, dès la première séance, elles ont pu partager ces personnes l'une avec l'autre leur histoire et réaliser et comprendre ce qui s'était passé pour chacune, et finalement retrouver un dialogue, et les séances suivantes ont permis de recréer le lien, de voir comment elles allaient faire pour travailler ensemble, et puis de se rendre compte aussi, c'était assez intéressant de voir l'effet que pouvait avoir la résolution du conflit entre ces deux personnes-là sur le reste de l'équipe. Et oui. Et comment les autres, en fait, se sont sentis un peu trahis pour certains, parce que ils avaient chacun leur champion, et là, leur champion subitement se mettait à se reparler, avait l'air de s'entendre. Ah oui, donc ça avait créé des clans. Il y avait vraiment des clans. D'accord, il y avait des clans. Parce que ça faisait plusieurs mois que la situation durait, et il y avait des clans qui s'étaient créés. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut créer une inertie au travail. Complètement. En dehors de l'ambiance qui est pas terrible, mais je veux dire sur l'efficacité. Alors on parlait tout à l'heure avec Benoît de l'intelligence de groupe, justement cette intelligence collective. Là on perd beaucoup de capacités dans ces moments-là. Bien sûr, on perd de la motivation, on perd ça peut être très lourd pour l'entreprise. Le conflit dans l'entreprise est un frein absolu, Et c'est pour ça que la médiation, alors quand on est dans des conflits ouverts, est un outil extraordinaire, très peu connu, qui vraiment gagne à être connu. Mais je dirais même que dans la notion de la sensibilisation, de la formation que des médiateurs ou des formateurs pourraient faire aux chefs d'entreprise ou aux équipes, ça me semble aussi très intéressant, parce que on n'a pas forcément besoin que le conflit soit avéré pour sensibiliser différentes équipes ou différentes personnes à la manière de se parler, à la manière de se comprendre, à la manière de reformuler, à la manière de éventuellement faire. Alors on n'est peut-être pas dans la posture exacte du médiateur, peut-être plus d'un facilitateur, mais à la manière dont les gens peuvent progresser dans
des aspects de leur travail sur lesquels ils sont pas d'accord, voilà, personnellement ou professionnellement. Et donc je pense qu'il y a un champ immense qui est encore assez vierge sur cette sensibilisation qu'on pourrait apporter donc on est d'accord dans l'entreprise. Donc que la médiation n'est pas réservée qu'au cas où on veut se séparer d'un collaborateur. Au contraire, ça peut être aussi pour de l'optimisation d'équipe, justement quand il y a des équipes performantes mais pour lesquelles il y a des points de friction, ça permet de continuer à ce que le groupe fonctionne ensemble. Oui, complètement. Et c'est bien ce que je disais au début, c'est que malheureusement, on a encore tendance à appeler le médiateur trop tard. Alors, si on y reviendra peut-être, mais s'il doit y avoir une rupture du contrat de travail, ça a encore un intérêt parce que ça permet quand même de se dire les choses. Mais évidemment, et de se séparer en bon terme. Et de se séparer en meilleur terme possible. Voilà. On y revient. Je pense qu'on y reviendra en parlant des prud'hommes, mais en tout cas, si plus vous appelez le médiateur en amont de ça, évidemment, moins le conflit a escaladé, moins les positions sont figées, et plus, je dirais de toute façon, l'intervention sera courte, efficace et permettra de rétablir. Et il y a beaucoup de situations où, quelle qu'en soit la raison, on ne se sépare pas de ces salariés, soit parce d'abord ça coûte trop cher à l'entreprise, ils ont une réelle valeur ajoutée, ils ont leur place, tout simplement. Ils ont leur place, et dans ce cas-là, effectivement, arriver à rétablir le dialogue, à rétablir la situation, c'est indispensable. Alors moi j'aimerais savoir donc cette médiation, elle peut être à l'initiative de qui ? Est-ce que c'est uniquement l'employeur qui va aller solliciter un médiateur extérieur ou interne, d'ailleurs, même s'il est tout à fait indépendant? Est-ce que ça peut être à l'initiative du salarié? Ça, je pense notamment à ceux de nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, bah tiens, ça fait un moment qu'il y a un truc qui traîne dans mon service, ou tel manager, c'est un peu compliqué, il y a effectivement une relation qui est un peu compliquée ou un peu cash. Ça peut être à l'initiative de qui? Des deux? Je pense que dans le cas général, c'est plutôt l'initiative de l'employeur, mais ça peut bien entendu être à l'initiative de n'importe quelle des parties, tant qu'elle est sensibilisée, ouverte, et que tout le monde a une écoute autour de la médiation. Donc la médiation, par définition, offre toujours un cadre très souple. Voilà, donc tout est le bienvenu. Tout est envisageable. Si je suis salarié dans une entreprise, qu'en ce moment c'est difficile pour moi, ou que ça fait un moment que c'est compliqué, mon meilleur interlocuteur pour en parler, c'est le responsable des ressources humaines, a priori. Oui. Ça dépend des entreprises, mais souvent, oui. Alors souvent, le médiateur, effectivement, est saisi par un DRH, mais ça peut être un directeur d'entreprise. Ça peut arriver, ou ça peut être conseillé, recommandé par le CSE, par le médecin du travail. Alors le CSE, on peut peut-être redire ce que c'est, le comité. Non, c'est le CSN maintenant. Non, c'est CSE. CSE, c'est vraiment le CSE, comité c'est l'ancien social. CHSCT. C'est ça, c'est la fusion des. Alors je suis désolée, on est dans les acronymes. C'est la fusion des comités d'entreprise et ce qu'on appelait avant les CHSCT, les comités hygiène et sécurité des conditions de travail, quelque chose comme ça, à peu près. Donc c'est un super CE, c'est un super comité d'entreprise dans lequel il y a notamment les représentants du personnel, mais pas que. Tout à fait. Voilà. Souvent, les médecins du travail aussi, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas s'ils font partie du CSE, mais ils peuvent être consultés aussi de façon indépendante. Donc quand il y a des situations de souffrance au travail, c'est souvent, effectivement, ça arrive souvent par ces biais-là. Et puis vous avez des organisations qui ont mis en place dans leur procédure des possibilités de saisir un médiateur. Donc par exemple à l'OCDE, qui est une organisation internationale qui a son siège à Paris, vous avez des médiateurs qui sont des médiateurs externes agréés, et n'importe quel salarié en situation difficile peut aller consulter le médiateur, aura au moins un conseil qui est référent pour individuel. l'institution pour le coup. Voilà, ouais. et avec qui il verra s'il met en place une médiation ou pas. Donc il y a des vraies possibilités. La médiation en entreprise, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On fait une petite pause musicale tout de suite. Souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. En
se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas la morale, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau. S'attraper dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait. On le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, se prendre dans les bras, ça on le pouvait. Un monde nouveau. Alors je ne sais pas si on peut s'attendre à un monde nouveau comme le chante Feu Chatterton. En tout cas, on parle des possibilités aujourd'hui de la médiation en entreprise, une manière de pacifier les relations au travail, les relations interpersonnelles quand il y a eu, vous l'avez compris, si vous nous avez déjà écouté sur la première partie de l'émission, bien quand il y a eu des conflits. Ces conflits peuvent être évidents, affichés, parfois ils sont un peu plus sourds. Ça permet de lever les malentendus et en tout cas avec nos invités aujourd'hui, Caroline Jaillet et Benoît Lassara qui sont médiateurs dans le cadre du travail. On parlait tout à l'heure de qui peut être à l'initiative donc de cette démarche de médiation. Je pose une question un tout petit peu subsidiaire. Est-ce qu'il y a des cas où la médiation peut être rendue obligatoire, où il faudra forcément passer par une médiation avant qu'il se passe quelque chose? Alors, il y a quand vous voulez saisir un juge ou saisir un prud'homme, normalement vous êtes supposé apporter la preuve du fait que vous avez tout mis en œuvre pour trouver une solution à l'amiable. Avant d'arriver à une procédure. Oui, et la médiation peut être une de ces solutions. En tant que telle, donc la médiation, voilà, c'est un moyen, on va dire. Mais là où elle ne, donc je réponds à votre question en deux morceaux. Donc elle pourrait être perçue comme obligatoire, mais ce qui est important, c'est que de comprendre que on ne peut pas venir on peut, quand on vient en médiation parce qu'on se sent obligé d'y être, la médiation ne fonctionne pas. De toute façon, on ne peut contraindre personne à suivre une médiation. Alors,
à entrer dans une médiation. Enfin, non, mais vous avez quand même des personnes qui se sentent obligées. Parce qu'elles ont entendu une forte injonction de la part du juge ou de la part de leur DRH. Donc elles arrivent en médiation en se disant, en gros, si j'y vais pas, c'est que vraiment je montre que j'ai pas envie de trouver une solution. Donc elles arrivent comme ça, et c'est le travail du médiateur de les faire réfléchir et de les faire de les questionner sur pourquoi elles sont là et en quoi ça va leur apporter quelque chose. Quel est l'enjeu pour elles? Quel intérêt elles pourraient avoir à venir en médiation? C'est là où la confiance est importante, de réinstaller justement cette confiance. Absolument. En tout cas, quand moi j'interviens en entreprise, c'est quelque chose que je négocie très clairement avec le commanditaire, donc qui sont souvent les ressources humaines. Ça fait partie de la convention. C'est que si à l'issue de l'entretien individuel, les personnes ne souhaitent pas s'engager en médiation, eh bien, elles ne sont pas obligées. Parce que c'est simple. Vous allez mettre des personnes autour d'une table pour les faire discuter. Mais si elles n'ont pas envie de discuter, si elles n'ont pas envie d'essayer de trouver une solution, ça ne donnera pas grand-chose. Ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la rupture du contrat de travail, qui est quelque chose qui peut arriver. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent que elles veulent que lorsque les salariés quittent l'entreprise, que ça se fasse quand même dans des bonnes conditions et qu'on n'aille pas forcément au clash. À un moment, on a eu l'impression qu'il y avait comme ça une espèce de rapport de force où il fallait absolument. Alors, il faut dire aussi que les procédures sont peut-être plus souples ou plus accessibles, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais la médiation, elle peut permettre dans ces moments-là de mettre un peu d'huile dans les rouages. Bien sûr, je pense que une entreprise qui est sensibilisée à la médiation peut tout à fait faire en sorte qu'il y ait de l'huile dans les rouages qui soit mise à ce moment-là. Si tant est que le conseil de la personne ne mette pas aussi de l'huile sur le feu. Oui, on parle de l'avocat, celui qui va représenter le salarié, qui n'en rajoute pas, qu'on soit pas. Donc d'accord. Je pense que c'est ce que disait Caroline sur le fait on ne peut pas forcer quelqu'un à entrer en médiation. On peut éventuellement le forcer à expliquer, à faire une sorte de médiation pour entrer en médiation, mais en tous les cas, très certainement pas forcer quelqu'un. Et dans le cadre des ruptures de contrat de travail, je pense que c'est effectivement un excellent outil avant d'aller en procédure. Alors, on va revenir peut-être un peu sur la méthodologie. On a commencé à en parler tout à l'heure avec l'exemple que vous avez donné, Caroline. Quand vous êtes appelés l'un comme l'autre, ou quand vous approchez d'une équipe qui a besoin de médiation, comment les choses vont se poser? Il y a un contrat moral. Alors, vous avez beaucoup parlé du cadre, vous avez beaucoup parlé de la posture. Qu'est-ce qui est défini? Est-ce qu'on définit, j'ai envie de dire, les belligérants? Est-ce qu'on fixe déjà le nombre de participants? Comment ça se passe? Expliquez-nous peut-être un peu plus concrètement. Alors déjà, il y a un premier entretien avec la personne qui sollicite le médiateur pour essayer de comprendre quelle est la situation. Donc c'est ce que vous appelez le commanditaire. Le commanditaire. Voilà, le commanditaire. En général, d'accord. C'est la personne qui va financer, souvent donc le RH. Donc déjà, essayer de comprendre de quoi il retourne, avec autant qu'on peut avoir les informations suffisantes, réfléchir. Est-ce que vraiment la médiation c'est la meilleure voie d'action possible? Est-ce que on la prend pas comme alibi? Est-ce que le médiateur est pas là juste pour servir de prétexte? Pour servir de prétexte. Est-ce que en fait le problème est pas ailleurs? Si par exemple vous avez une organisation qui est très maltraitante pour ses salariés, peut-être c'est pas la médiation qu'il faut envisager, c'est autre chose. Donc déjà c'est un premier entretien qui est essentiel, et il est essentiel donc déjà pour ça, pour définir est-ce que vraiment la médiation est la bonne solution, et puis ensuite pour clarifier et préciser avec le commanditaire dans quel cadre elle aura lieu cette médiation, effectivement. Alors c'est sur le lieu de travail ou c'est à l'extérieur? Alors très concrètement, ça va dépendre. D'accord, mais les deux sont possibles. L'important, c'est que ce soit confidentiel. Donc, si c'est sur le lieu de travail, ça peut se faire si on a une salle isolée où on est sûr que personne n'écoute aux portes, qu'il n'y a pas assez. Vous savez, une de ces grandes salles complètement vitrées où on peut pas avoir un paperboard, par exemple, sans que tout le monde lise ce qui est écrit sur le paperboard, ou qu'on entende des personnes, parce qu'il y a des émotions aussi en médiation, donc il faut que les émotions puissent s'exprimer.
Ou que d'autres salariés puissent voir. Voilà. Il y a Donc, dans l'idéal, ça peut être une bonne option de le faire à l'extérieur, effectivement. D'accord. Donc, vous rencontrez d'abord individuellement les protagonistes, j'ai envie de dire. Oui. Alors déjà, je disais, on va définir avec le commanditaire, on va lui faire signer une convention. Souvent, c'est lui qui va. Alors souvent, ça a déjà été évoqué auprès des personnes concernées. En fait, elles ont demandé, soit on leur a proposé, elles ont plus ou moins accepté le principe. Donc voilà. Mais encore une fois, il y a des entretiens individuels qui vont vérifier ça. Et donc après, moi, je leur fais signer, une fois qu'elles ont accepté la médiation, un engagement en médiation. Là, aux personnes ça, ce sont les participants, entre guillemets. D'accord. Donc c'est une sorte d'engagement moral, de oui, enfin c'est une charte, enfin je sais un pas, engagement. C'est même des conventions qui peuvent être signées. D'accord. Je ne sais pas si vous faites signer, Caroline, aux parties, mais. Oui, c'est-à-dire un engagement déjà au minimum à la confidentialité. Bien sûr. Et sur le fait qu'elles ont bien compris ce que c'était que la médiation, qu'il y aura pas d'éléments qui sortiront, sauf ce sur quoi elles sont d'accord pour aller exprimer à l'extérieur. Après, vous parliez du périmètre. Le périmètre, il peut se définir avec les personnes aussi. C'est-à-dire que on peut se rendre compte que peut-être on n'a pas toutes là les personnes qui ont le pouvoir. Si les personnes qu'on pressent au départ, en fait, on se rend compte qu'en discutant avec elles, le problème, il est ailleurs et qu'elles n'ont pas le pouvoir sur ce problème-là, il n'y a pas de médiation, ou alors il faut faire rentrer quelqu'un d'autre dans la médiation. D'accord, qui accepterait de rentrer, entre guillemets, dans le tour de table. Donc, après cette première évaluation, finalement, donc débute des entretiens. La médiation. D'accord. La médiation, donc avec les personnes, les participants, c'est-à-dire les parties prenantes qui ont été identifiées comme ayant un problème sur lequel elles ont un pouvoir, parce que c'est ça la médiation. C'est si encore une fois, si elles sont là, la capacité de le faire évoluer. Alors la capacité et voilà, oui, la capacité de le faire évoluer. Donc un pouvoir. Et si dans les solutions qui sont trouvées en médiation, on se rend compte que certaines des solutions ne dépendent pas que d'elles. Là, effectivement, on peut aussi faire venir quelqu'un, par exemple, si la solution, je sais pas, c'est d'aller engager une formation, par exemple, on va faire intervenir un RH qui va pouvoir dire OK pour financer la formation, par exemple. Donc là, ça fait déjà presque partie des solutions. Donc, à l'issue de ces différentes médiations, en général, il y en a. Alors, évidemment, j'imagine que c'est difficile de faire des moyennes, mais c'est entre. Tout à l'heure, vous parliez 3, ça peut aller jusqu'à 5, 10, je sais pas. On va rarement dépasser 5. D'accord. Mais encore une fois, ça dépend de la situation et du nombre d'intervenants et de. L'idée, c'est alors déjà que chacun puisse exprimer son ressenti, ses besoins. Ça, souvent, c'est déjà la première séance, elle sert à ça. En gros, elle sert à exprimer des choses. Et ensuite, donc, entre guillemets, on vide son sac. Un petit peu. C'est un peu ça. D'accord. Et entre la première et la deuxième séance, on digère aussi tout ça. Et j'imagine que le médiateur est là pour faire en sorte qu'on vide son sac, mais de manière correcte. Voilà, acceptable, le médiateur entendable. Est là pour d'abord assurer un équilibre. Oui. De la parole, ne serait-ce que. Oui. Ouais. Mais même de l'espace. Oui. De la manière dont les gens sont bien ou ne sont pas bien. Il fait circuler la parole entre les différentes parties qui sont en conflit. Il est là pour éventuellement reformuler, pour être certain que les parties comprennent ce que viennent de dire l'autre partie. Et puis effectivement, les premières sessions, c'est pour vider son sac. Et le médiateur peut à ce moment-là aussi faire des entretiens particulier, peut-être pour préciser tel ou tel point, en faisant très attention de bien respecter le fait que si vous en faites avec une partie, il faut faire avec l'autre pour que ce soit équilibré. Voilà, pour que les choses soient très équilibrées. Très équilibré, qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice. Ce qui n'est pas l'impression que vous penchez plus d'un côté que de l'autre. Et quand vous dites vider son sac, oui, on vide son sac, mais pas de n'importe quelle manière. C'est ça. On le vide à partir de soi, c'est-à-dire en parlant depuis sa place, en disant en disant ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et effectivement, le médiateur reformule. Et ce qu'on demande aux personnes en médiation, c'est de s'exprimer pour elles-mêmes, c'est de pas penser et parler à la place de l'autre. Voilà, donc chacun va s'exprimer pour lui-même, ce qui va aussi permettre d'être entendu.
éviter de penser, de parler pour l'autre, c'est important. Voilà, D'accord. peut-être la courtoisie est un élément essentiel qu'on peut préciser. Mais ça, vous au le fixez démarrage. dans le Oui, il faut cadre, le bien fixer au sûr. Ça, démarrage. j'imagine Voilà, que dans le cadre, les gens justement. ne doivent pas s'invectiver l'un l'autre. Et vous êtes là vraiment pour assurer ce cadre. C'est aussi une condition essentielle à la réussite de la médiation. À partir de quel moment il y a de l'élaboration? C'est-à-dire qu'il y a, alors vous dites il n'y a pas de solution, mais il y a quand même quelque chose qui va s'élaborer, où l'écoute suffit, où il faut il y a un moment où il y a des engagements, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va se créer, se co-créer, avec les participants, comment ça marche? Pour moi, ça se co-construit. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que nous, en tant que médiateurs, on n'apporte pas de solution. Mais l'objectif de la médiation, c'est bien d'accompagner les personnes vers la co-construction de leurs propres solutions et d'aller jusqu'au bout de cette solution. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter à des belles paroles. Ça, en général, ça nous suffit pas. C'est vraiment d'aller sur du concret, des solutions qui sont précises, qui sont concrètes et qui sont durables du coup parce qu'elles conviennent à tout le monde. Donc on va aller jusqu'au bout de, en gros, qui fait quoi, comment, être le plus précis possible pour que ce soit vraiment du concret et du durable. Voilà, on parle souvent du point de passage de l'accord sur le désaccord. Voilà, quand on commence à comprendre pourquoi on est pas en divergent, accord, voilà, c'est souvent le moment où on peut commencer à s'asseoir pour que les parties trouvent des solutions. Et redéfinir quelque chose. Redéfinir le quoi, qui, comment, quand. Et du coup, cet accord, finalement, c'est tout ce qui émerge, tout ce qui va être co-créé. Matériellement, ça se concrétise. Il y a quelque chose. Il y a, oui. C'est pareil, ça va dépendre de la situation. Ouais. Ça peut être simplement un accord oral. Oui. Parfois, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, donc chaque participant va verbaliser ce à quoi il s'engage. Oui, on peut le dire comme ça ou c'est un peu simpliste? On peut l'écrire par exemple sur un tableau de papier, mais on n'a pas forcément besoin de l'écrire et de le signer dans une charte ou une convention. Enfin, rien n'y oblige. Après, c'est ce qui va être confortable pour les deux parties. Oui, pour les parties. Et ça va être, souvent, ça va être travaillé avec les personnes de dire, ok, qu'est-ce que vous voulez en redire à votre commanditaire? Il y a quelqu'un qui a financé cette médiation. Là, maintenant, vous avez décidé un certain nombre de choses. Qu'est-ce que, éventuellement, vous voulez en redire? Ou pas, mais c'est elles qui décident ce qu'elles en font, en fait. Tout ça en gardant la confidentialité. Justement. Oui, il y a une ligne de crête là. Non, mais la confidentialité, c'est eux qui la décident. C'est-à-dire, s'ils sont d'accord sur quelque chose, ils peuvent être d'accord sur le fait qu'ils vont aller, par exemple, dire, voilà, en médiation, nous avons décidé ça, ça et ça. D'accord. Mais c'est un accord dans ce cas-là. La convention de départ avec le commanditaire stipule que le commanditaire, si les parties décident de ne rien dire, le commanditaire ne sera pas au courant des résultats de la médiation, quand bien même il paye. C'est très important. Sinon, c'est garant de. Il n'y a pas de garantie de confidentialité. De la Donc confiance. C'est uniquement si les parties acceptent de sortir des choses de la confidentialité qu'elles peuvent être mises à disposition du commanditaire ou de l'entreprise ou de. Alors, on a vu que ces derniers mois, la crise sanitaire a quand même beaucoup bouleversé les repères au travail, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. La crise sanitaire, elle a aussi beaucoup bousculé les relations au travail, avec justement une distance et du coup un management qui était parfois un peu plus compliqué, ou même une difficulté pour certains collaborateurs d'arriver à se percevoir dans un groupe, quand ce groupe devenait totalement virtuel. Est-ce que vous avez pu constater déjà des effets sur des demandes de médiation, sur des choses qui étaient caractéristiques de ce qu'on a vécu là depuis 15 mois, ou c'est encore trop tôt? Moi, j'ai eu des demandes de type un peu retour sur expérience, c'est-à-dire se parler, échanger de ce que chacun a vécu pour pouvoir réfléchir à la suite. Et mon sentiment, c'est que la situation qu'on a tous vécue, en ce qu'elle nous met en stress et en insécurité, et en plus en distanciel où on perd quand même une grande part de l'information et de tout ce qui est contact informel dans les entreprises, est une situation qui est potentiellement génératrice de situations conflictuelles.
mais je pense qu'on ne les voit pas encore. C'est-à-dire je dirais pas qu'il y en a pas, mais moi je m'attends à ce qu'elles se manifestent plus à partir du moment où on va revenir au travail. C'est ça, le retour au travail. Où certains n'ont pas envie de revenir, certains ont vécu des choses très difficiles, d'autres au contraire ont beaucoup apprécié la période qu'on a traversée. Enfin voilà, il y a des décalages qui se sont creusés. Et je pense que c'est là qu'on va voir vraiment les écarts, et dans la mesure où les entreprises, après ça leur appartient de se saisir de ça pour effectivement créer ces espaces de dialogue, faciliter tous ces échanges pour recréer du lien en fait, puisqu'on en a perdu. On a beaucoup vu d'articles récemment sur ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, justement cette difficulté à quitter son foyer quand on était en télétravail. Alors pas seulement parce que le temps de transport c'est compliqué, mais parce que certains salariés ont du mal maintenant à s'imaginer, à se projeter à nouveau dans le groupe avec les contraintes que ça peut représenter. Donc effectivement, ça peut être des situations relativement nouvelles. Oui, nous dans notre entreprise, on a effectivement eu ce sentiment au moment du confinement numéro 2, et c'est vrai que on a fait très attention à faire en sorte que les gens reviennent de plus en plus au travail. On a recréé cette dynamique-là. Ça a été compliqué, mais ça a plutôt bien fonctionné. Donc on voit d'ailleurs la joie des salariés à être de nouveau ensemble, etc. Mais depuis assez longtemps. Donc je dirais que on est peut-être nous dans nos entreprises un peu en avance. Mais pour revenir au conflit sous-jacent, je suis assez d'accord avec Caroline. Je pense que la crise a révélé. Enfin, les gens se sont posés beaucoup de questions sur eux-mêmes en fait, et révèlent peut-être quelle est ma place, quel est le sens de ma place dans l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et donc cet aspect-là, à mon avis, va ressurgir dans les rapports entre les individus quand ils vont être obligés de revenir. Je pense qu'on est encore dans une sorte de parenthèse, parce que là, jusqu'aux vacances, les choses vont se remettre en place à peu près, comme on peut. Il y a quand même un plan de charge de travail pour les uns et les autres, mais c'est peut-être à la rentrée effectivement que ça va se révéler. Ce que vous disiez, ça a révélé aussi les failles chez certains. Il y a eu des prises de conscience. Il y a eu beaucoup d'interrogations. On a l'impression aussi autour du sens, qui est le sens du travail, et justement remettre ce sens parfois collectif, ça peut être un élément assez fort. On peut être un très bon technicien, mais ça suffit pas. La vie au travail, c'est aussi d'autres choses, et tous ces petits moments sociaux qu'on partage avec ses collègues, et quand on n'a plus l'habitude, il faut reprendre ses habitudes. La vie au travail, c'est une question de relation. L'entreprise est un système, comme un autre. D'une manière ou d'une autre, il faut remettre ça au centre. Alors, ça me permet de glisser vers mon dernier thème. On a cette année, au cours de cette émission, donc les temps modernes, on a reçu beaucoup de gens qui réfléchissent au travail. On a parlé souvent de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. On a parlé aussi de l'expérience collaborateur. C'est quelque chose auquel les entreprises sont très attentives, parce qu'elles savent qu'elles sont observées, jugées sur leur comportement en tant qu'employeur, parfois même notées. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la médiation, ça fait partie maintenant de l'attirail, c'est à rentrer complètement dans les outils justement de la RSE? Alors moi, je pense que effectivement la médiation est un outil extraordinaire pour entrer dans les outils. Et maintenant, comme on le disait en introduction, c'est encore très peu connu, c'est encore pas très bien compris. Donc il me semble un travail de sensibilisation et de formation très important auprès des entreprises pour que ça rentre vraiment, que ce soit bien compris. Parce que quand c'est bien compris, merci pour cette émission, quand c'est bien compris, ça permet vraiment de comprendre qu'on peut régler tout un tas de problématiques, y compris quand les conflits sont pas vraiment avérés. Et ça me semble un outil extraordinaire. C'est un terrain pour l'entreprise qui est extraordinaire, même avant que les conflits ne surgissent, me semble-t-il. Oui, je pense qu'on y vient, on y vient de plus en plus. Et puis alors, les entreprises parfois contraintes aussi, parce que je voulais quand même aussi rappeler que donc l'entreprise de par le code du travail, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qu'on a plusieurs arrêts qui ont montré que sa responsabilité avait pu être engagée quand elle n'avait rien fait, alors que lorsqu'elle avait proposé une médiation, ça avait été pris en compte comme quelque chose de positif.
Et puis l'autre chose que je voulais aussi vous signaler, c'est que on a un article aussi du Code de travail qui stipule qu'une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Donc ça répond aussi à votre question tout à l'heure quand vous disiez est-ce que le salarié peut saisir, et malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas connu ni des salariés ni parfois des DRH, alors qu'effectivement la responsabilité de l'entreprise peut être engagée si dans une telle situation la médiation n'a pas été proposée. Après, libre aux personnes de s'en saisir ou pas, mais au moins que ça leur soit proposé. On parlait tout à l'heure de peut-on obliger des salariés ou des parties à rentrer en médiation dans l'entreprise. Je crois que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise d'aller proposer et en tous les cas d'expliquer de manière très claire à des personnes qui ne voudraient pas entrer en médiation qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et je crois qu'il y a des expérimentations intéressantes sur le fait que on ne peut pas forcer, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un à entrer en médiation, c'est sa liberté absolue d'y rentrer ou d'y sortir. En revanche, on peut sans doute, avec un tiers neutre, expliquer à un salarié quels avantages il aurait à entrer en médiation, presque simuler comment se passerait une médiation pour donner envie, pour qu'il arrive à faire en sorte de se dire mais oui, en fait c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Aujourd'hui, si on veut s'informer sur la médiation, on se tourne vers quel organisme ou quel site internet? C'est une bonne question. Il y a une association nationale des médiateurs, j'imagine. Oui, il y a beaucoup d'associations, oui. Beaucoup d'associations, beaucoup d'informations sur Internet. Moi, si j'avais un conseil peut-être à donner, c'est chercher un médiateur qui effectivement a suivi une vraie formation, demandez-lui quelle est sa formation. Et quelle est sa pratique de médiation, son expérience, quelle est son expérience, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis après, il y a les cours d'appel aussi qui ont des listings, des listes de médiateurs qu'elles ont agréés, qui sont agréés par les tribunaux. Assermentés. D'accord. Bien. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces échanges et pour cette émission. Une dernière émission avant l'été consacrée au travail, avant que vous vous reposiez, on espère. Et puis, on se retrouvera en tout cas à la rentrée pour les temps modernes. Si vous avez aimé cette émission, réécoutez-la ou faites-la surtout écouter à vos amis qui pourraient en avoir besoin sur le site de Fréquence Protestante, mais également, alors fréquenceprotestante.com bien sûr, mais aussi sur vos principales plateformes de podcast, donc les temps modernes. Passez un bon été et nous on se retrouve à la rentrée. Merci. Merci. Merci.